bonjour à tous. Donc, nous voici réunis donc, pour la dernière table ronde, le dernier Capri TV de ce matin. Il y en aura cet après-midi. Hein. Il faut rester tout proche pour écouter les interventions qui auront lieu tout à l'heure. Pour ce qui est de maintenant, avec un petit peu de retard, je m'en excuse, nous allons aborder donc, une question très importante qui est la question du bien-être animal. Donc, au travers d'une table ronde qui a été baptisée la filière caprine proactive en matière de bien-être animal. Donc pour cette table ronde, eh bien, j'accueille Franck Moreau. Donc Franck, on l'a présenté tout à l'heure, est secrétaire général de la FNEC et membre de la NICAP. À ses côtés, nous avons Marilyn Lepape, Marilyn donc, qui est directrice de la NICAP. Et puis Anne Aupier, donc Anne qui est ingénieure de recherche à l'Institut de l'élevage, doctorant en éthologie, hein, je crois. Voilà. Très bien. Alors, commençons un petit peu cette table ronde. Donc, notre thématique, on l'a dit, la filière caprine proactive en matière de bien-être animal. Peut-être au professionnel, Franck, pour débuter. Alors, qu'est-ce que veut dire proactive et puis qu'est-ce que veut dire bien-être animal? Oui, bien-être animal, on en écoute beaucoup parler. Hein, ça fait partie de ces enjeux sociétaux aujourd'hui qui sont, je dirais, sur le haut du panier et une thématique qui est forcément incontournable. Je dirais que le préambule sur ce bien-être animal et les éleveurs étant interpellés sur leurs activités, c'est quand même une grande partie de nos éleveurs et la très grande majorité respectent le bien-être animal. C'est-à-dire que dans leur pratique, ils ne sont pas si loin de ce qui leur est demandé, et demandé notamment par les ONG welfaristes, voilà, qui supposent beaucoup de choses mais qui méconnaissent aussi les filières. Donc voilà, cet engagement nous est arrivé donc, en 2017. Voilà, on a été interpellé par Wellfarm, voilà, sur le fait que nos chèvres, une grande partie de nos animaux restaient en bâtiment. Et dans leur vision des choses, c'était le bien-être animal ne peut passer que par le pâturage. Voilà, et reprenait un peu les thématiques sur les autres filières. Donc c'est à partir de ce moment-là voilà, qu'on a mis en place un groupe de concertation avec 3 ONG, donc au sein de la NICAP, pour justement, je dirais, discuter avec eux, se comprendre ce qu'ils demandaient, et aussi nous leur expliquer ce que l'on faisait, sans rien cacher, et travailler aussi avec eux pour justement apporter des améliorations s'il y avait besoin d'en amener. D'accord, voilà. Donc essayer de comprendre ce qu'ils voulaient, et en même temps essayer aussi de leur faire comprendre ce que vous faites dans vos fermes, quoi. Oui, et justement, le titre proactif, c'est qu'on s'est bien rendu compte que si on n'était pas en capacité au sein de l'interprofession, mais surtout sur la partie production éleveur, si on n'était pas en capacité de répondre, de toute façon, ils allaient passer par d'autres leviers, et qui sont les leviers avec les grandes surfaces, avec les GMS, pour nous obliger à prendre, je dirais, à mettre en place des dispositions qui ne correspondent pas vraiment à la particularité de notre élevage caprin. D'accord. Marilyn, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc, du coup, sur ce qui s'est fait concrètement depuis 2017 donc, et aujourd'hui? Oui, alors concrètement... Marilyn, par contre, il faudrait que vous... très proche de... Vous m'entendez bien là? Voilà. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, comme le dit Franck, donc nous avons initié cette concertation avec 3 ONG qui sont welfaristes, ce qui n'est pas à confondre en fait avec des ONG abolitionnistes. Donc juste un petit point, les ONG abolitionnistes, c'est par exemple L214 qui vont plaider pour la suppression de l'élevage. Donc il est bien évident qu'on ne peut pas malheureusement instaurer un dialogue avec une partie prenante qui souhaite l'élimination de l'élevage. Donc ces ONG welfaristes, en l'occurrence, s'appellent Wellfarm, le CIWF et la LFDA. Oui. Et donc cette concertation, nous l'avons initiée fin 2017. Et concrètement, donc ce sont des réunions, c'est une manière d'instaurer un dialogue qui est très constructif. Et en parallèle, en fait, à cette concertation, nous sommes amenés à nous poser des questions sur différents sujets. Donc c'est des sujets qui sont abordés dans le cadre de la concertation. Et on peut être amené à faire des travaux de recherche, parce qu'il faut savoir qu'en matière de bien-être animal, nous avons relativement peu de références techniques, scientifiques, d'éthologie, et Anne pourra nous en dire plus. On a peu de références, ou même technico-économiques,
Et donc nous avons besoin de faire des travaux afin de pouvoir faire avancer les différents sujets. Donc ça a été le cas notamment par exemple pour la sortie des chèvres et le pâturage. Nous avons été amenés à confier à l'IDEL un travail donc, sur les aires d'exercice et nous avons demandé à l'IDEL de nous faire un travail sur des retours d'expérience en fait par rapport aux aires d'exercice. Parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas décréter un schéma qui soit valable pour tout le monde. Ça n'est pas possible. Donc voilà, donc concrètement, il y a eu cette concertation qui a toujours cours et qui est pour nous une expérience positive puisque ça permet effectivement d'expliquer les contraintes de l'élevage caprin. Et je pense que cette concertation se fait en bonne intelligence et de manière positive et nous permet de mettre en place des outils que vous pouvez trouver sur notre stand qui est juste à côté. Il faut savoir une chose, donc je suis un petit peu longue, mais il faut savoir une chose, c'est que le ministère de l'Agriculture, en 2017, avait demandé aux interprofessions un plan de filière. Et dans le cadre de ces plans de filière, avait demandé donc, que les interprofessions mettent en place un dialogue avec les parties prenantes. Et donc c'est ce que nous avions fait avec ces ONG welfaristes, c'est-à-dire qu'on a initié un dialogue, mais qui nous aurait été demandé par les pouvoirs publics d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Il se trouve que nous avons anticipé sur une demande qui allait venir. Et donc pour finir, cette concertation est toujours en cours. Donc ça nous permet vraiment d'échanger de manière constructive. Et puis au fur et à mesure, nous mettons en place des travaux avec l'aide d'IDEL, qui est vraiment notre partenaire privilégié sur ces questions de bien-être animal. Alors peut-être allons-y puisque Marilyn vous donne la parole. Anne, qu'est-ce qui se passe donc, sur le plan de la recherche sur le bien-être animal donc, pour accompagner la filière? Alors justement, Marilyn a parlé des aires d'exercice et du recensement qui avait été fait. Il y a un projet qui est en cours de dépôt également sur tout ce qui est enrichissement du milieu et aussi impact des aires d'exercice sur le bien-être des animaux, mais pas que, sur les autres aspects, sur la santé des animaux, sur le travail de l'éleveur, parce qu'il ne faut pas considérer que le bien-être tout seul, évidemment. Il faut considérer le système d'élevage et l'impact sur le système d'élevage. Et puis, il y a eu aussi des travaux sur les cornages, donc les bourgeonnages des il y a une plaquette caprins. ici. Il y a une petite plaquette qu'on a sortie et des petits tutos sur les bourgeonnages des caprins et la prise en charge de la douleur. Donc ça a été un travail important parce que en fait, tout ce qui est douleur au cours des interventions préventives comme les bourgeonnages, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. D'accord. La plaquette est à retrouver sur le site de l'IDEL. Voilà, et elle est aussi là sur le stand de la NICAP. FNEC, NICAP et IDEL. Et d'autre part, donc, on est engagé depuis 2018 sur un projet pour mettre en place un outil d'évaluation du bien-être avec les filières. Donc Gotwell au départ, non? Alors c'était Gotwell, donc, qui était piloté par l'ANSES et entre autres Marianne Berthelot qui est ici présente. Donc pour valider les indicateurs de bien-être, tout ce qui est reproductibilité, inter-observateur, faisabilité dans nos élevages franco-français. Et là maintenant on est engagé depuis l'année dernière dans un projet qui s'appelle Semoubienne et qui va permettre de mettre en place un outil d'évaluation du bien-être chez les petits ruminants, donc ovins et caprins, adultes et jeunes, et aussi bien au pâturage qu'en bâtiment. Et donc cet outil, c'est très important effectivement pour pouvoir aider les éleveurs à se positionner dans leurs élevages, mais aussi pour communiquer à l'extérieur sur les conditions d'élevage des caprins en France. Et là, actuellement, on est en train d'écrire le cahier des charges de l'outil pour savoir exactement. Et comme le disait tout à l'heure Franck, voilà, j'arrive plus à retrouver ton prénom. Je vous en prie. Comme le disait Franck, l'intérêt, ça va être de pouvoir associer ça à la charte caprine, qui est le code mutuel, caprin. Voilà. D'accord. Alors peut-être avant d'aller sur le code mutuel et de voir effectivement comment ça peut être démultiplié et associé donc à cette initiative. C'est quoi le bien-être animal? Et quand on est éthologue, c'est quoi la prise en compte du bien-être animal? Comment on définit qu'un animal est bien ou pas bien? Et c'est quoi le bien-être, quoi? Voilà.
Alors le bien-être maintenant. L'éthologie, juste avant, c'est quoi la science? Enfin, l'éthologie, si vous pouvez la définir, cette science? L'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Hein, donc c'est la partie comportement. La partie comportement, elle fait partie du bien-être, hein, puisque c'est un des principes du bien-être, c'est de s'assurer que le comportement naturel des animaux, voilà, en élevage, est à peu près équivalent à un comportement qu'on peut retrouver dans des animaux qui seront un peu plus en liberté. D'accord. Donc ça, c'est le dernier principe, mais il y a 3 autres principes. Il y a un principe sur la bonne alimentation et le bon abreuvement. Le deuxième principe, c'est plus lié au logement, donc à l'environnement de l'animal, hein, parce que ce n'est pas forcément que en bâtiment, ça peut être au pâturage. Et le troisième principe, c'est par rapport à la santé. D'accord. Donc voilà, c'est les 4 principes qui font partie, enfin qui permettent d'évaluer le bien-être, sachant que de ces principes-là sont subdivisés des critères, 12 critères. Et pour chaque critère, on peut avoir un ou plusieurs indicateurs qui permettent de les évaluer. Donc ça, il y a des outils qui existent déjà pour les bovins, entre autres, hein, si on ne parle que des ruminants, et un outil qui s'appelle BoviWell, qui a été annexé à la charte de bonne pratique pour les vaches laitières et au label rouge pour les bovins viande. Et donc l'outil qui est en cours de développement pour les petits ruminants, sachant que ce n'est pas que les petits ruminants sont en retard, c'est seulement que les études scientifiques sur la validation des indicateurs a commencé beaucoup plus tôt chez les espèces qui étaient plus ciblées en termes de bien-être animal, et donc sur les porcs, les volailles, les veaux de boucherie, ensuite sur les gros bovins, et ça a été beaucoup plus tard sur les petits ruminants. D'accord. Vous avez introduit une notion intéressante tout à l'heure qui était de l'animal, mais l'animal aussi dans son environnement, et donc j'imagine avec son éleveur aussi, enfin l'éleveur qui est là. Donc que cette notion-là, quelle est-elle? En fait, c'est une notion de globalité finalement, le bien-être aussi. Tout à fait, c'est multidimensionnel, hein, donc puisqu'effectivement on regarde, on a certaines mesures qu'on regarde, enfin certains indicateurs qu'on regarde sur les animaux, et d'autres indicateurs qu'on regarde sur l'environnement des animaux, comme par exemple pour l'abreuvement. On regarde s'il y a suffisamment d'abreuvoirs, si l'eau est propre. Par contre, il y a des mesures qu'on fait sur l'animal du type note d'état corporel, propreté, blessure, boiterie, abcès. Voilà, on a des mesures qu'on fait sur les animaux directement. Parce qu'en fait, c'est l'animal qui nous dit s'il est bien ou pas. D'accord, d'accord. Est-ce que Marilyn ou Franck, les discussions qui ont été ouvertes donc avec Wellfarm, est-ce qu'elles ont été de nature à faire évoluer leur position en fait, et leur regard sur l'élevage? Oui, je pense que le travail qu'on a initié avec le groupe de concertation, et quand on a parlé justement du pâturage, parce que leur vision, c'était le pâturage, on a déjà cherché très clairement à, d'une part, leur expliquer les raisons qui ont amené les éleveurs justement à plutôt garder les chèvres dans les bâtiments. Et puis on a partagé aussi leur vision. Et là, on est rentré vraiment dans la notion d'éthologie, et une notion forte, mais qu'on a découvert nous aussi éleveurs, parce que c'est des sujets qui sont un peu nouveaux aussi pour nous. C'est qu'en fait la chèvre, c'est une cueilleuse, et la vache, c'est une brouteuse. Et du fait que la chèvre soit une cueilleuse, ça la met dans des conditions de difficulté par rapport à tout ce qui est problème sanitaire dans le cadre du pâturage. On leur a fait comprendre également que ce n'était pas une volonté de la filière, c'est-à-dire que ce n'était pas délibéré que nos chèvres étaient à bâtiment, mais que c'était bien au travers de ces difficultés que les éleveurs avaient choisi à un moment donné, voilà, de mettre les chèvres plutôt en bâtiment et d'amener l'alimentation pour répondre à ça. On a aussi des éleveurs qui n'avaient pas la surface pour pâturer. Et on leur a expliqué aussi qu'on avait aussi des programmes de développement importants avec IDEL et l'INRA sur la notion de pâturage. Bon, il y a Pâtu-Chèvre, pas si loin d'ici, qui a un programme très, très fort sur le pâturage. On a la ferme du Pranel qui travaille aussi sur le pâturage. Donc on leur a fait comprendre cet aspect-là, et aujourd'hui ils ont compris. Et en fait, du pâturage, on en est arrivé à la notion d'accès à l'extérieur. C'est-à-dire que l'animal, je dirais qu'il se retrouve dans une situation d'expression comment je dirais, naturel de son comportement, puisse avoir un accès à l'extérieur, aménagé pour qu'elle puisse grimper, qu'elle puisse jouer, s'amuser. Hein, c'est des notions qui se décrivent aussi comme ça. Et aussi d'avoir accès à la lumière naturelle. C'est là qu'on est arrivé sur cette notion d'accès à l'extérieur qui nous a amené au travail qui a été décrit tout à l'heure. Et après, on a travaillé aussi sur les bourgeonnages. Ils sont arrivés avec une notion de dire, mais
Est-ce qu'il ne faut pas, en fait, ne plus écorner, garder les cornes? Alors, il y a un principe qu'on avait défini dans le travail avec eux. On a passé beaucoup de temps sur la détermination de ce qu'on allait discuter avec eux. Et nous, ce qu'on tient en tant qu'éleveur, c'est de laisser le libre choix à l'éleveur. C'est-à-dire que l'éleveur qui veut garder les cornes, il garde les cornes. Celui qui veut ébourgeonner, il les ébourgeonne. Donc, on laisse bien ce choix. On dit que les animaux, il faut qu'on les laisse à leur libre divagation, leur libre comportement. Eh bien, l'éleveur aussi. Et précisez aussi qu'une chèvre est heureuse quand l'éleveur est heureux. Ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. Et surtout, en plus, en caprin, parce que la chèvre a cette particularité d'être capable de lire sur le visage de l'éleveur s'il est heureux ou s'il est malheureux. Et là, il y a un impact direct. C'est curieux, d'ailleurs, cette notion-là. Donc voilà, sur les bourgeonnages, donc on a dit il faut des conseils pour les gens qui gardent les cornes. Par contre, pour les gens qui veulent ébourgeonner, c'est de faire en sorte de gérer au mieux la douleur. Un protocole, quoi. Voilà, le protocole. Et la notion de douleur est incontournable. Et donc, on est arrivé à une position voilà, qui permet l'ébourgeonnage dans de bonnes conditions, sans douleur, avec un analgésique, et ainsi de suite. Et c'est vrai que le résultat qu'on en avait imaginé, nous, côté éleveur, en fait, on est arrivé sur quelque chose qu'on n'imaginait pas. Mais quelque chose, je pense, qui serait intéressant en termes de gestion. Et dans le préambule qu'on a eu avec eux, c'est qu'on a pris une position de filière en disant, nous, il n'y a pas de sujet qu'on ne veut pas parler. C'est-à-dire qu'on veut être totalement transparent avec vous, de nos pratiques, vous expliquer les choses, les raisons et ainsi de suite, et on est capable aussi d'évoluer sur le bien-être animal. C'est ça, ils ont compris que finalement, oui, le bien-être animal, c'était un sujet pour vous aussi. Complètement, ouais. Complètement. Voilà, on ne l'écartait pas. Et de toute façon, je pense que, d'une part, je pense que cette notion-là, elle est après aussi s'imprimer très clairement dans la société, elle est déjà imprimée. Enfin, quand on demande à un consommateur s'il faut que les animaux soient bien soignés, qu'on en prenne, voilà, qu'on les respecte, ainsi de suite, forcément qu'ils disent oui. Et ce oui-là, on est bien obligé de l'entendre. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas été simple au début. A fallu qu'on mûrisse à vitesse accélérée, et je dirais, sur le fait d'appréhender ces éléments-là. Mais c'est vraiment les éléments techniques, au travers de l'éthologie, de la connaissance du bien-être animal, du comportement de cet animal particulier, qu'on a compris aussi les choses. Et donc voilà, il y a le devenir du chevreau mâle, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais ça fait partie des choses. Voilà, on a un sujet là qui est sous-jacent en ce moment, voilà, qui va arriver aussi. Donc, mais on n'écarte rien. Voilà. Et on est arrivé à un niveau de confiance, j'espère que ça pourra durer, qui évite justement, qui passe par des moyens très coercitifs, notamment par rapport avec la GMS, ainsi de suite, pour nous emmener sur des choses qu'on ne voudrait pas. D'accord. D'accord. Et donc, du coup, vous avez tellement fait... Enfin, le bien-être animal est tellement un sujet pour vous que dans le code mutuel, c'est ça, Marilyn, il va y avoir des notions de bien-être animal qui vont être incluses. Tout à fait. Alors, en fait, c'était déjà le cas dans la version précédente du code mutuel qui datait de 2015. Nous avions une rubrique qui était dédiée au code mutuel. Et ce que nous avons fait, après avoir réfléchi, travaillé sur ce sujet, donc déjà, je voudrais ajouter que sur les sujets qu'on vient d'évoquer, donc nous avons publié des notes. Nous en avons une qui reprend le consensus sur lequel nous sommes arrivés avec les ONG sur le pâturage et la sortie des chèvres. Donc vous pouvez trouver ces informations donc, sur notre stand. Et puis en ce qui concerne les bourgeonnages, nous avons réalisé une brochure avec IDEL qui est aussi à votre disposition. Nous avons également réalisé 2 vidéos que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver ces éléments sur le site internet anica.org. Et donc, pour en revenir au code mutuel, dans sa version toute nouvelle, version 2021, nous avons supprimé la rubrique bien-être animal en tant que telle. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de points du code mutuel qui existaient déjà et qui sont relatifs au bien-être animal. En fait, le bien-être animal ne doit pas être une petite rubrique en tant que telle. Nous avons du coup identifié avec un petit picto, une tête de chèvre, tous les points qui sont relatifs au bien-être animal dans notre code. Et il y en a beaucoup. On en a aussi rajouté des nouveaux par rapport à la version 2015, naturellement. Donc, on fait évoluer ce code.
Les techniciens ont été formés à la nouvelle version du code mutuel. Les visites vont pouvoir être saisies sur une tablette. Et à partir de dans les semaines et les mois qui viennent, donc les éleveurs vont pouvoir faire une version 2021 du code mutuel, donc qui intègre ces éléments de bien-être animal de manière plus forte encore qu'avant. Très bien. Est-ce que sur le plan donc le travail que vous êtes en train de faire sur Semobienne, est-ce qu'il y a des choses donc où vous en êtes aujourd'hui et quand est-ce que les éleveurs peuvent s'attendre à avoir des outils donc, pour pouvoir travailler, en tout cas évaluer la situation dans leurs élevages? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, les indicateurs sont validés aujourd'hui. On a organisé beaucoup de focus group avec des éleveurs, des techniciens, des vétérinaires pour avoir leur avis quant au choix des indicateurs à mettre dans l'outil et quant au cahier des charges de cet outil. Oui. Et donc là maintenant, les filières sont en train, en tenant compte de ce qui a été dit dans les focus group, sont en train de faire leur choix des indicateurs et de décider aussi des différentes rubriques qu'on va mettre dans le cahier des charges. Après ça, donc, on va on va faire une grosse enquête Delphi, donc une enquête avec beaucoup de personnes pour pouvoir décider des seuils à mettre sur ces indicateurs. Et on va faire une formation pour les techniciens qui vont ensuite pouvoir aller faire des diagnostics dans des élevages à partir de l'embryon d'outil qui aura été mis en place. Et donc, ils vont faire remonter des données qui pourront déjà commencer à alimenter une base. Et donc, à partir de là, on aura normalement, à partir de 2022, on commencera déjà à avoir un embryon d'outil. Et à partir de 2023-2024, on aura cet outil qui sera disponible sur le terrain. D'accord. Et vous parlez de techniciens. Quels techniciens, par exemple, auront la maîtrise de cet outil pour accompagner les éleveurs? Alors, pour l'instant, dans le projet, on a des structures qui sont donc partenaires du projet et qui vont être ce sont ces structures qui vont aller faire les diagnostics sur le terrain. Mais après, les filières choisiront le mode de diffusion de cet outil. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas arrêté en fait. Qui sur le terrain va pouvoir le déployer, voilà. C'est pas. Parce que se pose encore la question de savoir aussi si ce sera un diagnostic vraiment réalisé par un tiers ou si éventuellement il y aura des possibilités d'autodiagnostic par l'éleveur pour que les éleveurs puissent s'approprier aussi ces notions de bien-être animal. D'accord. Donc le bien-être, c'est incontournable. Est-ce qu'il peut y avoir une segmentation du produit par le bien-être animal? Notre objectif, clairement, ce n'est pas d'en faire un élément de segmentation. Le bien-être animal, quel que soit, je dirais, le mode de production, le signe de qualité voilà, sur lequel on peut se trouver, le bien-être s'applique. C'est-à-dire qu'il y a un jugement à apporter à un moment donné d'une situation. Voilà, et l'objectif, c'est bien de rester sur la base, voilà, de l'intégrer dans la base. C'est pour ça qu'on veut l'intégrer au sein du code mutuel. Bien sûr, avoir un outil construit, voilà, indépendant, dédié à la filière caprine, mais de l'intégrer dans le code mutuel. Notre objectif aussi, c'est de laisser personne sur le bord de la route. Et c'était vraiment une des premières négos sur l'aspect du pâturage, sur l'accès à l'extérieur, pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'accès à l'extérieur, de pouvoir travailler sur le bâtiment et faire de l'enrichissement du milieu. L'objectif, c'est d'emmener tout le monde et que ce ne soit pas des critères d'écartement de producteurs qui ne pourraient, pour diverses raisons, ne pas répondre à ces engagements-là. Donc voilà, c'est un élément qu'on tient sur beaucoup de sujets parce que la segmentation ne garantit pas aujourd'hui justement ce respect du bien-être. Et je pense que pour les éleveurs, il ne faut pas en avoir peur, mais il ne faut pas aussi qu'il y ait des éleveurs qui s'imaginent que par rapport à leur manière de travailler, je dirais, ils sont au-delà d'une situation moyenne et globale de la filière. Parce que je pense qu'on verra bien quand on va faire justement les diagnostics, je pense qu'il y a toujours un point d'amélioration à faire. Donc voilà, l'objectif, c'est pas de faire de la segmentation, parce qu'après on fait de la différenciation, et le bien-être animal, ça s'applique partout. C'est une base, voilà. D'accord, très bien. C'est le socle commun d'évolution de la filière. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Juste, il y a un témoignage de Nicolas Reduro sur le site Agri79, agri79.fr, qui donne son point de vue justement sur le bien-être animal et comment en fait la production l'animal et l'homme sont interdépendants en fait dans la production et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est vraiment un témoignage intéressant que je vous invite à lire. Merci beaucoup à vous. Merci et bon salon. Merci.